Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. L'arrivée au pouvoir du général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby Itno, mardi 21 avril dernier, à la tête du Conseil militaire de transition au Tchad, suite au décès de son père. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, des suites de blessures au front, remet au goût du jour la sempiternelle question de la succession dynastique en Afrique francophone. Âgé de 37 ans, le général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby Itno et son pays, le Tchad, n'inventent pas le fil à couper le beurre. Tellement cette dévolution du pouvoir est en passe d'être érigée en mode. Entre 2001 et 2009, l'Afrique francophone nous a servi 3 cas d'école. Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, dès le 17 janvier 2001. Il succède ainsi à son père, Laurent Désiré Kabila, assassiné la veille, c'est-à-dire le 16 janvier. Il reste au pouvoir jusqu'au 25 janvier 2019. Il est d'ailleurs sénateur à vie République démocratique du Congo depuis le 15 mars 2019. Le 5 février 2005, Gnassingbé Eyadema, au pouvoir depuis le 14 avril 1967, meurt dans l'avion présidentiel togolais qu'il évacue en France pour des soins médicaux. C'est son fils, Faure Gnassingbé, qui est désigné pour assurer l'intérim de la présidence du 7 au 25 février 2025. Au pouvoir, depuis le 2 décembre 1967, Omar Bongo Ondimba meurt à Barcelone le 8 juin 2009. Son fils, Ali Bongo Ondimba, ministre de la Défense et vice-président du Parti démocratique gabonais, est désigné par le parti au pouvoir pour l'élection présidentielle prévue le 30 août 2009. Il est ainsi désigné pour remplacer son père, El Hadj Omar Bongo Ondimba. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, le débrief du journal. Dans un instant, la suite. Succession dynastique au pouvoir en Afrique, faut-il s'en inquiéter? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons invité un plateau ce soir. Linus Foga, bonsoir. Mon très cher frère Serge Alain, bonsoir. Mes interminables salutations à tous les téléspectateurs d'Equinox. Je voudrais saluer ici mes copanélistes. Et j'insiste à dire que la télévision Equinox, au-delà d'un média, est devenue aujourd'hui pratiquement une institution. Et c'est par le travail stratosphérique des journalistes, par le travail stratosphérique des techniciens que je voudrais saluer ce soir. Permettez-moi également, Serge Alain, de saluer ici le maire de la commune de Tcham. C'est un monsieur qui, depuis son arrivée à la commune de Tcham, fait un travail assez remarquable. Et nous devons, en tant qu'acteurs critiques de la société civile, savoir aussi reconnaître quand c'est bien fait. Donc je voudrais ici tirer un coup de chapeau à M. Jackie Kemler pour cet immense travail qu'il abat de ce côté-là. Bonsoir Raphaël Edougou. Bonsoir Serge Alain Autour, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux équipes techniques. C'est toujours un plaisir pour moi de répondre présent. Lorsque vous me convoquez de chausser les godasses dans la Champions League, les débats télévisés non seulement dans la sous-région, mais ce n'est pas le monde. Je vous assure que c'est un honneur, c'est un plaisir d'être là, même si beaucoup pensent que nous n'avons pas nos places ici, nous autres, que malheureusement non, parce que nous avons à notre manière la possibilité d'apporter la pierre à l'édifice Cameroun. Et le président Biya a dit, vous n'avez plus besoin d'aller au maquis pour exprimer vos opinions. Je suis certes membre du RDPC,
dans la sous-section RDPC d'Acier. Et là, je parle ici comme un citoyen camerounais, étant militant du RDPC. Si vous le voulez bien, puisque ces gens-là sont pour nous, c'est eux qui nous gardent. Je voulais dire bonsoir au général de brigade Cavalaire, qui est le commandant de la 5e région militaire interarmée de Bamenda. Et je veux dire également bonsoir aux soldats de 2e classe à Sigaranda. Merci de m'avoir invité. Il pense au général, il pense au soldat. Oui, il faut penser à tout le monde. Parce que justement, le général ne peut pas être ce bon général s'il n'a pas les soldats. C'est exactement la même chose. À l'introduction, quand je parlais de mon parti, je voulais dire que chacun de nous peut apporter à sa manière et à son niveau de l'eau dans ce moulin pour que le Cameroun prospère, pour que le Cameroun avance. Il n'est pas question de penser que certains sont plus intelligents, voire alors la science infuse, ou bien c'est eux qui peuvent construire le Cameroun sans nous autres. Une main ne peut pas grimper un arbre, c'est ensemble que nous serons plus forts. Raphaël, je refuse de vous relancer. Hein. Vous savez qu'on comprend à qui vous faites allusion. Je refuse de vous relancer. Bonsoir mon côté. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs. Permettez-moi de dire bonsoir singulièrement à une inconditionnelle de votre émission, Madame Fankam, du côté de Bounamoussadi. Une inconditionnelle? Ouais, parce que... les femmes s'intéressent déjà à la chose... Ah non, ça, je crois que quand elle rate une émission d'Equinox Soir, elle attrape la fièvre tout de suite. Et donc, voilà, j'ai tenu particulièrement à lui adresser un bonsoir aujourd'hui. Madame Fankam, sentez-vous saluer. Voilà. Docteur Luzin Somba, bonsoir. Bonsoir Serge-Alain, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Permettez-moi de saluer si en gré les autres copanélistes ici présents avec lesquels nous allons éclairer la lanterne des téléspectateurs sur un sujet majeur, essentiel, qui touche le pouvoir. Permettez-moi également de saluer mes fan-clubs. Je vais toujours avoir la possibilité de le faire ici. Monsieur Tanque François du côté des Tam-Tam Week-end à Yaoundé, qui m'a reçu avec tambour et trompette, et il me promet de mettre le fan-club Dr Luzin Somba qui nous soit d'ici la semaine prochaine. Donc je salue également Madame le maire de la ville de Bafia, qui est entrée Madame Zintiem Marthe, qui fait un travail assez remarquable. J'espère que d'ici peu, notre ville de Bafia sera, surtout là, le Maminoubou, sera une ville de référence. Voilà, docteur Luison, je reste avec vous. J'ai pris, après le cas du général du corps d'armée Mahamat Idriss Déby Itno, j'ai pris 3 autres cas de fils de président qui remplacent leur père. Cette succession dynastique à la tête des États. Est-ce que le cas Kabila, le cas Faure Gnassingbé, le cas Ali Bongo Ondimba, est-ce qu'ils peuvent tous être logés à la même enseigne? Ce genre-là autour, la question que vous posez nous plonge au cœur du constitutionnalisme africain, c'est-à-dire du mouvement que suit notre constitution. Vous savez, la constitution du temps, c'est la norme fondamentale de l'État. C'est au sein de cette constitution qu'on trouve toutes les solutions s'agissant de l'exercice, de la transmission et bien entendu de la passation du pouvoir. Vous vous rendez donc compte que la question que vous posez nous situe donc là, c'est-à-dire sur l'autorité de la norme constitutionnelle. Parce que c'est au sein de la Constitution qu'on retrouve donc tous ces mécanismes pacifiques qui permettent d'accéder au pouvoir selon la volonté du peuple souverain. Alors, vous voyez aujourd'hui, je voudrais repartir dans les années 1980. Vous savez que la succession aujourd'hui au sein des États peut se dérouler par 2 mécanismes qui ont eu véritablement cours en Afrique. Le premier mécanisme, c'est la succession dynastique, c'est-à-dire que, un peu comme je dirais, un chef de l'État, par un élan testamentaire, laisse son fils à la tête d'un État et non de la famille. Et maintenant, le phénomène que nous avons eu le plus courant, c'est la succession par voie de cooptation. On l'a eu justement au niveau du Sénégal avec Léopold Sédar Senghor, le 31 décembre 1980. On l'a eu le 5 octobre 1985 en Tanzanie avec Julius Nyerere. Et bien évidemment, on l'a eu le 2 novembre, le 4 novembre 1982 au Cameroun entre Ahidjo et Paul Biya. Parce que le chef, c'est-à-dire que le président en fonction, procède donc au choix de son successeur. C'est ce que j'appelle dans la voie de la cooptation.
Alors, Le dauphin, on peut aussi dire. bon, oui, le dauphin constitutionnel. Oui. Alors, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les présidents en poste ont donc cette manière de trouver donc des stratégies sous la complicité de la Constitution, de pouvoir mettre en place leur fils. Et quand on parle de succession dynastique, ça peut se faire du père au fils, de manière stricte, mais comme ça peut se faire de l'oncle au cousin ou de l'oncle au neveu, parce qu'on l'a aussi vu dans certains cas. Ouais. Alors, aujourd'hui, la question qui se pose, qui est d'ailleurs fondamentale, vous savez, ces successions dynastiques ont un problème qui naît. C'est que, à travers là, on tue trois choses. On tue la démocratie, parce que une succession dynastique ne peut défier que toute exigence et toute logique démocratique. On tue l'élection, parce qu'en fait, l'élection n'a plus de sens si on peut procéder à la tête de l'État par une succession dynastique. Et enfin, on tue la culture démocratique. Ça mène les gens à ne plus aimer la démocratie. Parce que pour le cas du Gabon et le cas du Togo, il y a eu élection. Après, oui, mais bien entendu, et c'est là qu'il faut relativiser. C'est là qu'il faut relativiser pour indiquer que si l'office est démocratiquement choisi par le peuple, là, la succession est normale. On ne pourrait pas parler d'une succession dynastique. Parce que l'élection, c'est la source des désignations souveraines des dirigeants d'un État. Alors si cela est fait par la voie élective, à mon sens, ça respecte les exigences démocratiques et républicaines, là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est hors de ça, et vous voyez aujourd'hui qu'à partir de cela, il y a une résurgence depuis 2000 d'un phénomène qu'on croyait disparaître, qui est la résurgence des coups d'État. Parce que le verrouillage démocratique amène les uns et les autres à comprendre que si on ne peut plus choisir les hommes par la voie des élections et compter sur la voie des successions dynastiques, alors là, on tue le peuple, on tue la démocratie. Edmond Kouyaté, coup d'État au Togo, hein, en 2005, on a parlé de coup d'État institutionnel, constitutionnel, si vous voulez. Mais il y a aussi les coups d'État militaires pour amener les fils au sommet de l'État. Disons qu'après la brillante et non moins éloquente analyse du docteur Essomba, à qui j'ai dit encore bonsoir d'ailleurs, ça fait quelque temps qu'on ne s'est pas vu, il faudrait faire une analyse d'abord de principe. C'est-à-dire que sur le plan principiel, il n'y a aucune loi, aucun règlement qui interdit à un fils de chef d'État, n'est-ce pas, d'être, n'est-ce pas, d'aspirer à accéder à la magistrature suprême. Ça, c'est sur le plan du principe. Mais maintenant, notre problème, le problème qui se pose ici, et je crois que c'est là le fond de la thématique de ce soir, c'est est-ce que leur accession au pouvoir respecte la Constitution? Est-ce que cela se fait de manière constitutionnelle? Donc, la substance de la thématique, c'est la constitutionnalité de la chose. On va prendre le cas, par exemple, de la RDC. Ce n'était pas le cas, c'était un coup d'État. On a assassiné le père, on a remplacé... Voilà. On a au Gabon, il y a eu une espèce d'entourloupe institutionnelle, je vais dire ça comme ça. On a tout fait. Non, vous pensez, Ali Bongo était ministre de la Défense et aussi vice-président du PDG. Oui, c'est le parti qui porte Ali Bongo Ondimba. Ben, je dis qu'il y a eu qui l'investit. Il y a eu une entourloupe institutionnelle, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là, quand on parle de la Constitution, le texte fondamental, la loi cadre, ça veut dire qu'il ne faudrait pas que les gens essayent de tripatouiller. Une fois que vous tripatouillez, une fois que vous enlevez un seul iota, une seule virgule, quand vous déplacez la moindre des petites virgules pour faire profiter, ce n'est plus la Constitution. C'est-à-dire que vous avez manipulé, c'est pour ça qu'on parle de, n'est-ce pas, de triturer la Constitution en faveur de quelqu'un. Ce n'est plus la Constitution. Vous allez prendre le cas au Togo avec Faure Gnassingbé, qui, à l'époque, après la mort de Yadema, a envoyé, n'est-ce pas, celui qui était le président de l'Assemblée. On l'a envoyé en mission à l'extérieur et on a fermé les frontières. Et par derrière, on a organisé une parodie d'élection et le président Faure Gnassingbé est devenu, justement, il a accédé à la magistrature suprême. Je vous rappelle qu'à la clé, il y a eu 3000 morts minimum.
Il y a eu 3000 morts parce qu'il y avait des révoltes populaires, il y en avait qui ne voulaient pas. On a vu des bureaux de vote être envahis par les militaires. Exact. Les urnes ont été emportées de force, à coups de calache et autres. Donc voilà, après vous ne pouvez pas dire qu'il a été élu, il a été choisi par le peuple. Non, c'est une parodie d'élection qui, n'est-ce pas, n'a rien de démocratique. Et donc, si vous prenez, par exemple, le cas qui vient de se passer sous nos yeux avec Mamad, fils de Déby Itno, ça brûle encore les yeux, c'est encore là, c'est tout frais. Vous allez vous rendre compte que tout cela se passe dans un même espace, l'Afrique francophone. Il faut bien le dire. Parce que très souvent, quand nous posons les débats, on dit l'Afrique. On a l'impression que ça a cours dans toute l'Afrique. Oui. Parfois, on arrive à oublier qu'il y a quand même une 50aine d'États en Afrique, oui, et que tout ce que nous décrions, tous les tares et les avatars, n'est-ce pas, tous ces ingrédients qui mettent à mal la démocratie, ça se passe beaucoup plus en Afrique francophone. Vous ne verrez pas ça au Nigeria, même au Nigeria, par exemple, au Nigeria, au Ghana, même dans toute sa puissance. Sani Abacha, le tout-puissant général, n'avait pas pensé qu'il allait léguer le pouvoir à un de ses enfants. Vous allez voir, même Jerry Lawrence, qui a été tout-puissant au Ghana, il a pensé qu'il allait, n'est-ce pas, après avoir fait un coup d'État, il a pensé qu'il allait nettoyer ce qui, pour lui, freinait l'avancée, le développement du Ghana. Et il a dit, je m'en vais, j'organise une transition et je laisse les civils. Et depuis lors, ça se passe très bien. Mais vous allez vous rendre compte que tout ce que nous décrions, tout ce que nous disons, tous ces blocages, toutes ces chaînes qui, n'est-ce pas, empêchent le décollage, que ce soit démocratique, que ce soit économique, que ce soit social, de nos pays, ça se passe dans l'espace francophone. Et donc, vous avez un acteur caché, un acteur, n'est-ce pas, je vais dire, qui est tapis à l'ombre et qui tire les ficelles dans l'ombre. Vous avez vu le tout-puissant Macron, disons comme ça, entre griffes, le tout-puissant Macron débarquer au Tchad pour adouber, n'est-ce pas, le fils du général, le fils du maréchal Déby, lui-même devenu général à 36 ans. On ne sait pas trop comment, quelle était sa promotion, sorti de l'école en 2006, il se retrouve général à 37 ans, devant des généraux, devant ceux qui ont porté son père au pouvoir, parce qu'il faut dire qu'en 89, ceux des généraux qui avaient accompagné son père entre 88 et 90, date à laquelle il accède au pouvoir, ils sont encore là, ceux qui avaient combattu en première ligne avec Hassan Djamous et autres, parce que Déby était derrière. Donc ceux qui étaient à l'époque dans l'armée qui avaient combattu, ils sont encore là, ils sont des généraux. Bon, eux au moins, ils ont l'autorité de l'âge. Pourquoi on n'a pas choisi par exemple parmi ceux-là? Et donc vous devez comprendre que en toile de fond, il y a quelque chose qui s'implémente, c'est ce que nous appelons la France-Afrique. C'est-à-dire on veut se rassurer qu'on a des hommes qui obéissent, qui vont, n'est-ce pas, pérenniser un système. C'est le système, ce que nous décrions tous, qui tue notre continent, c'est la France-Afrique. Okay. Je le dis encore, sur le plan du principe, ils ont le droit, si jamais un de ses fils, on l'a vu aux États-Unis, et un Bush-fils a succédé à un Bush-père. Mais la condition, ce que nous disons, si un enfant, fut-il fils de chef d'État, peut s'affranchir du cocon familial, porter un projet de société sur la base d'un programme bien ficelé, bien élaboré, qu'il vend à une société, si la population souscrit et les lit démocratiquement, ça ne pose sur le principe mais alors aucun problème. En SCA, il y avait plein de fils d'anciens chefs d'État qui étaient candidats par exemple, à l'élection de décembre. Il y avait le fils de Bokassa, il y avait le fils de Patassé qui était, si tu es porteur d'un projet, comme tout citoyen, c'est pour ça que j'ai dit que sur le plan du principe, il n'y a aucune loi, n'est-ce pas, qui interdit à un fils d'un chef d'État ou d'ancien chef d'État d'être candidat. Mais il faut être porteur, il faut que cela se passe comme avec tout le monde, c'est-à-dire que vous êtes porteur d'un projet que vous vendez si jamais le peuple qui élit, en dernier ressort, s'il estime que ce projet est salutaire pour la société et qu'il souscrit, évidemment, ils vont vous porter à la tête de la magistrature suprême et ça ne posera pas de problème. Raphaël Ndougo, sur cette dévolution dynastique du pouvoir que on constate, surtout en Afrique francophone, il faut le dire, pas surtout, est-ce que ça vous pose un problème?
J'ai demandé tout à l'heure, est-ce que ce qui s'est passé au Gabon peut être comparé à ce qu'on a vu en RDC? On sait que Ali Bongo Ondimba est un ministre de la Défense au Gabon de 1999 à 2009. Lorsque son père meurt, le 8 juin 2009, il est ministre de la Défense et vice-président du PDG. Mais le parti l'investit comme candidat à l'élection qui devait se tenir le 30 août 2009. Alors que de l'autre côté en RDC, suite au décès de Kabila Père, les militaires choisissent, un peu comme au Tchad, le fils. Évidemment, c'est... Est-ce qu'on peut faire un procès, on va le dire comme ça, au président Ali Bongo Ondimba? Je pense que non. Non, parce que, vous l'avez si bien dit, nous nous souvenons que c'est Dame Francine Rogombe qui était présidente du Sénat par intérim et qu'on a organisé l'élection et le parti a investi M. Ali Bongo. Je pense même que, pour compléter dans ce que Edmond disait, on dit dans nos villages que l'avocatier ne peut produire l'avocatier. L'avocatier ne peut pas produire le safoutier, le safou ou la mangue. Donc il est tout à fait normal pour un fils de chef d'État de s'intéresser même aux affaires politiques. C'est-à-dire que le cas que vous citez, celui de M. Ali Bongo, effectivement, il s'intéressait déjà, il était déjà aux affaires. Ouais. Tout comme Faure Gnassingbé, même si ce dernier n'avait pas respecté véritablement la Constitution. Mais nous disons que pour les fils de président, parce que quand vous posez la question, ça cause un problème. Vous savez qu'il y a un débat aujourd'hui chez nous qui va dans ce sens. Ça peut causer un problème parce que la personnalité dont on cite le plus souvent, dont le fils du président du Cameroun, n'est véritablement pas, lui, n'est pas intéressé dans ces choses-là. Mais c'était juste une parenthèse. Pour dire quoi? Pour dire que, en réalité, quand M. Kabila arrive là, Joseph Kabila, il arrive, il n'était même pas connu dans la scène politique. Je crois qu'il avait une trentaine d'années par là. Non, il avait 40 ans. 40 ans. Il avait 40 ans. Il avait 40 ans. 40 ans net. Vous comprenez donc qu'il n'était même pas connu de la scène politique. Contrairement à Faure et Ali. Tout comme le dernier en date du Tchad. Vous avez quand même vu, même bien que moi-même je m'interroge sur l'évolution des grades dans les forces armées tchadiennes. Parce que, honnêtement, ce monsieur déjà général de corps d'armée, il allait très vite. Mais nous l'avons vu aux côtés de son père. Comme son père était lui-même maréchal, et avait l'habitude d'aller sur le terrain, on voyait ce jeune homme-là déjà avec son père. Ça veut dire que certainement son père le préparait déjà dans ce sens. Et que lui-même, il était déjà prédisposé à être ce qu'il est là. Nous lui souhaitons bon vent, nous pensons que peut-être il peut apporter la camille. Le véritable problème dans l'ensemble, c'est qu'est-ce que ces fils de chef d'État apportent de nouveau? Le souffle nouveau après le décès de leur papa. C'est-à-dire quand ils ont pris le pouvoir, peut-être par la manière, peut-être pas du tout. Qu'est-ce qu'ils ont apporté de nouveau? Nous avons connu tout le problème, nous avons vu tout le problème à la RDC. Tout le temps que Kabila est resté là, je pense que la RDC est restée totalement, on va les diviser. Ça n'a pas été très facile au Gabon même, pour revenir à votre question, puisque à la dernière élection, vous avez vu les difficultés que Jean Ping a eues avec Ali Bongo. Aujourd'hui même, c'est déjà très difficile même pour les autres fils d'arriver ne serait-ce qu'au Gabon. Est-ce que donc, à ce niveau, on peut dire que M. Ali... Non, vous parlez d'un cas, hein, Junior Bongo Ondimba. Justement, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que... Qui n'a pas pu arriver au Gabon parce que... pour assister aux obsèques de l'oncle de son feu père. Peut-être que lui aussi il avait des ambitions. Oui. Est-ce que c'est ce que le père faisait? Est-ce que le père interdisait aux potentiels concurrents d'entrer dans le pays? Et c'est ce dont je pense que si ces gens-là peuvent nous apporter, parce que ce que le peuple veut, c'est que quand le président arrive, il arrive comme on a dit avec un projet de société qui va améliorer, qui va changer la vie du peuple. En ce moment-là, le peuple peut même oublier qu'il est entraîné par les armes. Vous voyez aujourd'hui, quand ils disent, comme il est mort là, Idriss a voulu changer les choses. Mais sauf qu'une partie de son pays se plaignait du fait qu'il a centralisé les affaires sur lui-même et y compris sa famille. Même ses propres frères qui l'ont aidé hier à y arriver. Donc,
est-ce que ces successeurs-là, des pères, peuvent nous apporter un plus? C'est là où moi je m'interroge. Est-ce que ces gens-là, nous pouvons donc citer les exemples que ici, tel a apporté un plus pour le pays, donc ça veut dire que ça ne dérange personne que le fils du chef d'État soit candidat ou bien arrive au pouvoir. Et Edmond le disait tout à l'heure justement, il y a ce problème de l'Afrique francophone. De l'Afrique francophone parce qu'en ce moment, on peut donc se dire, est-ce que cette France-Afrique-là, c'est pour continuer à avoir la même mise, à avoir l'œil sur la richesse de nos pays, en mettant la personne qui est facilement contrôlable? C'est donc cela qui peut embêter, mais en toile de fond, nous pensons qu'un fils de paysan doit même être non politique, parce que de toutes les façons, le rang ne peut pas produire l'avocat. Voilà. L'UNUS Fogap, le cas du Tchad nous interpelle une fois de plus. Il y a ce qui est arrivé au front, le fils succède, toutes les institutions sont mises en berne, comme j'aime à le dire. Et qui est-ce qu'on choisit? Le fils du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, pour remplacer son père. Parce que certains disent là-bas que c'est parce que la situation sécuritaire, il fallait un militaire pour faire face à ce qui prévaut au Tchad comme situation sécuritaire. Mon très cher frère Serge Alain, je voudrais d'abord rendre un hommage au maréchal Idriss Déby Itno. C'est un véritable soldat qui est tombé sur le champ d'honneur. Et c'est un monsieur qui a fait beaucoup de choses. Il a fait des bonnes choses, il a également fait des mauvaises choses. Mais puisqu'il n'est plus là, on ne retient que les bonnes choses de lui. Je voudrais ici convoquer l'histoire pour retenir l'appui. On ne peut plus important que le maréchal du Tchad nous a apporté à un moment donné où on était sérieusement menacé en ce qu'on a appelé la crise du Boko Haram. Il a fait pour le Cameroun, il a fait pour le Mali, il a fait pour le Niger et ainsi de suite. Et donc sur ce plan-là, je voudrais réitérer mes hommages au président Idriss Déby Itno, réitérer mes hommages à l'ensemble du peuple tchadien, mais surtout aux militaires qui sont tombés au front pour sauver l'honneur de l'Afrique. Maintenant, sur la question que vous évoquez tout à l'heure, je dois d'abord marquer ici je ne sais pas si je vais appeler ça une indignation, mais je voudrais tout simplement dire que les circonstances qui ont encadré, si je puis m'exprimer ainsi, la mort du président Déby ne sont pas assez claires. Parce que voyez-vous, je sors du Tchad, vous le savez, et donc j'ai eu le temps d'échanger avec certains acteurs politiques, avec certaines organisations de la société civile, et il m'est inconcevable d'admettre la thèse qui est ventilée aujourd'hui, que ce soit sur des médias, sur des réseaux sociaux, concernant la mort du président Déby. On nous dit que le président Déby est mort au front, qu'il a reçu des balles. Mais je voudrais m'interroger avec vous. Quand on est président de la République et qu'on va au front, je pense qu'il y a quand même une ceinture de sécurité, il y a un protocole qui organise les choses de manière à ce que le président ait quand même une protection assez confortable. On ne peut pas comprendre que le président est mort au front sans toutefois nous parler d'autres soldats qui aussi ont reçu des balles et qui sont tombés au champ d'honneur. Je m'attendais à voir lors des hommages des généraux qui sont tombés, les colonels, les soldats et autres, comme cela se fait naturellement dans la tradition. Mais ce n'est que le président Déby. Nous devons faire une réflexion collective là-dessus. Donc cette fameuse thèse, je voudrais qu'on essaye les enquêtes. Je profite de l'occasion pour demander modestement. L'Union africaine parle d'assassinat du maréchal du Tchad. Oui. Dans son communiqué. Oui, l'Union africaine parle d'assassinat, c'est déjà quelque chose. Cela veut dire que peut-être la thèse qui a été ventilée
n'est pas admise de ce côté-là. Et donc, il faudrait qu'on aille un peu plus loin pour comprendre pourquoi et comment le président Déby est mort. Bon, maintenant... Alors, ça c'est, on a déjà épilogué. Restons maintenant sur ses fils. Mahamad, le général Mahamad, qui est en passe de... Parce qu'on parle de 18 mois, rien ne nous dit que ça ne va pas se faire comme dans les autres pays. Oui, c'est Jalin, moi je voudrais... Est-ce que le général Mahamad n'est pas parti comme ça pour rester à la tête du Tchad? C'est Jalin, moi je voudrais pas faire une fixation sur le Tchad. Je voudrais simplement... on a pris d'autres cas. Hein. Oui, justement, j'en viens. Je ne veux pas faire une fixation sur le Tchad, même si je vais parler du cas du Tchad dans mes analyses. Je veux simplement vous faire remarquer qu'il y a des pratiques politiques homologuées en Afrique centrale. Vous avez cité les cas ici, Edmond a pris des exemples. Et donc, ce n'est pas la première fois qu'on se retrouve dans une situation où par des mécanismes plus ou moins orthodoxes, les gens essayent de mettre à la tête des institutions de pouvoir des personnes qui leur sont favorables. Vous avez parlé du cas d'Ali Bongo, il a succédé à son père. Et le royaume du papa lui profite à merveille. Il a été élu. Hein. Bon, vous dites ça comme vous voulez. Mais non, c'est pas moi qui dis, il a été élu. Hein. Oui, ben, je dis, vous pouvez le dire. Mais nous connaissons des mécanismes qui ont contribué à son positionnement à l'effet d'arriver à cette élection. Lesquels? Mais il a été secrétaire, vous l'avez dit, du PDG. Ça, c'est non, il était vice-président du PDG. Voilà, effectivement. À la mort de son père, il était vice-président du Parti démocratique. Tout à fait. Et les gars l'ont coopté, effectivement, pour qu'il soit... candidat. Tout à fait. Candidat du PDG à la présidentielle. Exactement. Et tout ceci a été soutenu, encadré, financé par la France. Ce qui se passe au Gabon s'est passé dans presque la quasi-totalité des pays de l'Afrique francophone, notamment d'Afrique centrale. Et donc, quand nous regardons ça, nous nous disons que s'il faut faire une analyse de fond, nous ne devons pas dissocier les effets à la cause. Il faudrait qu'on s'interroge parce que vous voyez, quand on en vient à voir des choses qui se répètent de manière cyclique, il faudrait vraiment qu'on s'arrête pour disséquer sur les fondements de ces choses-là. Et donc, comme je le disais, ce sont des pratiques qui sont homologuées en Afrique centrale et il faudrait bien qu'on sache pourquoi est-ce que les gens travaillent à nous infantiliser de cette manière. Parce que, voyez-vous, Edmond a parlé tout à l'heure des principes. Par rapport à votre thématique, je voudrais d'abord relever deux expressions sur le plan principal qui me posent un problème. Vous avez parlé de succession et vous avez parlé de dynastie. Quand on est en République, ce sont des expressions qu'on n'utilise pas. Les faits sont là. Dynastie, c'est succession à l'intérieur d'une même famille. Je dis, là, c'est un sérieux problème. Quand on est en République, on ne parle pas de succession, on ne parle pas de dynastie. Si les gens veulent nous ramener dans un système politique moyenâgeux, mais qu'on signe, qu'on s'accorde là-dessus, qu'on homologue ça, qu'on officialise, et qu'on sache dorénavant qu'on est dans une dynastie ou dans une monarchie, je ne sais pas quoi, et puis on va transmettre le pouvoir de père en fils. Je vous prends l'exemple du Maroc, c'est une monarchie constitutionnelle. Ouais. C'est reconnu. Mais donc, si on veut aller dans ça, qu'on aille dans ça et qu'on officialise cela. On ne peut pas dire qu'on est dans un État démocratique, dans un État où il y a une constitution et que les gens se permettent de fouler. Ça, c'est un piétinement constitutionnel. Et que nous ne pouvons pas accepter. Moi, le fils du général Déby, oui, c'est un guerrier, c'est bien. Mais il y a une constitution qui dit à l'absence du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend le devant. Ouais. Donc, visiblement, il y a un coup d'État au Tchad. Il ne faudrait pas chercher de midi à 14h. Il y a un coup d'État. Et quand on évoque cette thèse de coup d'État, les gens nous disent que non, le président de l'Assemblée nationale a démissionné. Voilà. Mais la constitution tchadienne, l'article 81, ne s'arrête pas au seul président de l'Assemblée. Du vice-président. Du vice-président. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait du vice-président de l'Assemblée nationale du Tchad? C'est très compliqué ces affaires-là. Pourquoi? C'est du banditisme politique. Et je veux vous dire, quand on dit que le président de l'Assemblée nationale a démissionné, j'ai des doutes.
Pourquoi? Parce que quand on suit la chronologie des événements... Oui. Entre samedi et mardi. Oui. Le président, je n'ai pas vu une lettre où le président a dit « Moi, je démissionne ». Ce sont des supputations. Et c'est le lendemain qu'il prend acte. Est-ce qu'il a démenti le fait qu'on ait annoncé comme ça qu'il a démissionné? Je dis, je n'ai pas constaté. Normalement, le président de l'Assemblée nationale, une fois informé, devait faire un communiqué officiel pour dire que je suis actuellement en train de démissionner parce que je ne peux pas gérer le pays tant. Il ne l'a pas fait. Mais il a plutôt pris acte de ce que le Conseil militaire de transition, d'après la dissolution de l'Assemblée nationale, la dissolution du gouvernement et tout ça, il a pris acte. Donc, moi, je pense visiblement que c'est un coup d'État. La deuxième chose, sur le plan principal que je voudrais évoquer, c'est le cas de la souveraineté. Le débat que nous menons ici actuellement pose un problème de la souveraineté. C'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple qui a le pouvoir. Et ce peuple a délégué ce pouvoir aux députés pour voter des lois, arrêter une constitution. Les gens ne peuvent pas se permettre de balayer cette constitution comme ça du revers de la main. Ça c'est un point. L'autre point de la souveraineté, c'est ce que le professeur, comment on l'appelle, le professeur Kakou appelle le triangle de la souveraineté. La monnaie, le militaire et le droit. Vous avez vu ce qui s'est passé au Tchad. Ce qui se passe au Tchad depuis des années. Des coups d'État ou des rébellions qui se multiplient. Cela pose un sérieux problème de souveraineté parce qu'on ne peut pas se dire souverain et être incapable de protéger son territoire. Et ça, c'est un débat sur lequel nos dirigeants doivent pousser la réflexion. Ok. Voilà, Dr Lucien Nsomba, si on s'intéresse de près au cas du Togo, le président Gnassingbé Eyadema, qui s'appelait au début Étienne Eyadema, il préférait Gnassingbé Eyadema, il tente déjà de modifier, il modifie même la Constitution en 2002, parce que son état de santé ne lui permet pas, il se disait au cas où il n'est pas candidat à l'élection 2003, il l'a préparé fort. Et on ramène l'âge de 45 à 35 ans. L'âge que Faure avait en 2003, l'année de l'élection. Donc, vous êtes d'accord que c'est des choses pensées, c'est-à-dire que le père pense, il crée un chemin pour son fils? C'est alors que je voudrais faire une précision qui me semble de taille pour la compréhension de ce sujet majeur, comme je l'ai indiqué en début du propos, pour dire que dans une république, entendue comme gouvernement au sein duquel la propriété de l'État appartient à tous, et la res publica, c'est-à-dire que la chose appartenant à tous, ce qu'il faut pouvoir dire, c'est que lorsqu'une succession est dynastique, et même si elle est préparée sur des subterfuges constitutionnels, comme ce que vous venez d'évoquer, ça fait mal à l'idée de la République. C'est-à-dire qu'en réalité, la qualification qui est donnée à ce moment-là veut dire que nous sommes dans une république monarchique. C'est-à-dire qu'en fait, sur le plan républicain, même si ce n'est pas la voie de l'élection, ça pose un sérieux problème parce que les gens vont estimer que la République n'est plus une République ouverte, mais c'est une République close au sein d'une famille. Et ça donne donc l'idée, en fait, que la République n'est plus une République ouverte, mais si nous sommes dans une République close ou renfermée, tel que le disait le professeur Joël Aivo, pour indiquer que dès que la succession se fait de cette manière, il faut pouvoir croire que nous sommes dans une république monarchique. Maintenant, je dis ceci sur le plan démocratique. Il n'est pas exclu que le fils d'un chef de l'État soit élu démocratiquement. Et il faut venir le dire. Le peuple, c'est l'agent de la souveraineté. C'est-à-dire que agent de la souveraineté, source souveraine du pouvoir. C'est-à-dire que c'est le peuple, en réalité, qui choisit les dirigeants du pays. Donc c'est pour indiquer que ce qui se passe aujourd'hui, c'est la faiblesse de l'autorité de la norme constitutionnelle. Nos constitutions en Afrique sont devenues des gadgets, sont devenues un peu comme des camisoles. Des camisoles comme on monte dans les champs pour effrayer les oiseaux, pour que ces oiseaux-là ne mangent pas le maïs. Les épouvantails. Dans les épouvantails. C'est exactement la même chose. Regardez aujourd'hui, la règle d'or en Afrique, c'est la longévité au pouvoir. Et pour davantage assurer cette longévité au pouvoir,
il faut passer par un mécanisme constitutionnel qui vient en réalité masquer tout cela. C'est-à-dire que ce que j'appellerais, comment je vais le dire, un habillage constitutionnel qui vient donc couvrir cela en disant par exemple que, ok, l'âge est ramené à 33 ans ou à 35 ans, pourtant l'âge initialement prévu était 45 ans. Vous voyez donc que c'est la faiblesse de notre constitution et aujourd'hui, les constitutions en Afrique ne sont plus vénérées, elles ne sont plus magnifiées, elles ne sont plus respectées. C'est-à-dire que à la moindre escarmouche, c'est-à-dire que la moindre crise, allez, la constitution tout est directement frigorifié. C'est-à-dire qu'on la met entre parenthèses, soit on la suspend, comme c'est le cas aujourd'hui au Tchad. C'est-à-dire que rien n'est... Imaginez la subterfuge. La Constitution est claire en ses dispositions pertinentes qu'en cas de décès, c'est-à-dire, disons, en cas de vacances c'est le président de l'Assemblée nationale qui assure pas l'intérim, mais la suppléance. Parce que la véritable expression technique, ce n'est pas l'intérim. Non, c'est la suppléance. C'est-à-dire qu'il assure la suppléance. Maintenant, la Constitution encadre sa suppléance en lui disant... Tu ne peux pas modifier le gouvernement, tu ne peux pas modifier la Constitution. Et tu dois organiser les élections. Tu dois organiser maintenant. Il a une obligation. Voilà, il a une obligation constitutionnelle qui dit tu dois donc organiser, un peu comme au Cameroun, dans les 60 ou 120 jours, et tu organises les élections. Au Tchad, c'est 45-90 jours. Sans te porter candidat. Et vous voyez donc que, à la suite du déni de fonction, parce que là, le président de l'Assemblée nationale fait un déni de fonction. Il doit occuper le poste, il dit non. Il ne peut pas. Pourtant, rien ne lui exclut de prendre le poste et de prendre des mesures exceptionnelles, ce qu'on appelle la légalité d'exception. C'est-à-dire qu'il peut décréter un état d'urgence ou décréter un état d'exception s'il estime que la situation sécuritaire a véritablement pris un coup. Et quand on regarde... Docteur Lison, le problème se pose. J'ai posé la question tout à l'heure. Oui, allez. Si le président de l'Assemblée au Tchad, pour le cas du Tchad, il dit qu'il ne peut pas, il est dans l'incapacité. Mais la Constitution, je dis, l'article 81 dit... Le vice-président. Pourquoi on n'est pas allé jusqu'au vice-président? Écoutez, on s'arrête au président et... C'est justement pourquoi j'évoque l'idée de déni de fonction. C'est-à-dire que même au Cameroun, c'est prévu, en cas d'empêchement du président du Sénat, oui. dans l'ordre des premier vice-président, son premier vice-président, ainsi de suite. Donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Je milite en faveur de la thèse d'une conspiration de la mort du maréchal, ouais. Ça, c'est vraiment clair. La conspiration parle de quoi? Deux faits majeurs. Premier fait majeur. On annonce le décès du président, dit-on, mort au fond, mais il est le seul dont on fait force publicité. Pourtant, si les autres étaient tombés, et il a évoqué un aspect tout à l'heure, sur la ceinture de sécurité du chef, en réalité, ils disent qu'il devait être le dernier à tomber au fond. Tout à fait. Puisqu'on aurait pu atteindre tous les autres, parce que le chef qui, au fond, est plus protégé que quiconque. Vous avez souvent vu dans les films de protection rapprochée. C'est-à-dire que même quand on tire sur c'est son garde du corps qui peut faire prendre une balle au lieu que le chef la prenne. Donc, premier fait. Deuxième fait majeur. La charte qui est mise en place, c'est autour. C'est une charte, j'ai eu l'occasion, je suis juriste. On l'a retiré, non? Oui, mais on l'a retiré, mais c'est elle qui continue de rester de vigueur. Puisque, en cherchant à la retirer, il y a eu opposition. Vous savez bien qu'il y a eu opposition par rapport au retrait de cette charte. L'Union africaine a demandé le respect de la Constitution. La milice tchadienne, ou du moins le conseil militaire, a exigé de respecter la nouvelle charte, ayant mis en suspens la Constitution qui était en vigueur. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que cette charte est tellement bien écrite, ces gens-là autour. Je suis constitutionnaliste, quand j'ai pris ce test, je l'ai lu, les termes qui y sont consignés, vous vous rendez compte que c'est un test qui est préparé depuis longtemps, qui vient d'être appliqué. Mais oui. Vous voulez dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que tout est part d'une conspiration. Et cette conspiration est donc préparée à l'avance. Parce que quand un test peut survenir à la suite d'une crise, ça se sent. Même dans les terminologies, même dans le sens qui est utilisé, même dans l'interprétation littérale. Mais quand vous prenez la dite charte, vous vous rendez compte qu'en réalité, tout était bien fabriqué à l'avant, ficelé, justement pour arriver. Et je finis, je peux indiquer que Mahamat Idriss Déby doit comprendre une chose. Si ils veulent assurer la paix au Tchad, il faudrait qu'il démissionne de ses fonctions de général.
il se porte candidat à l'élection qui sera organisée par la transition. Et là, s'il est élu... Il devient civil? Oui, il devient civil et il se présente comme un candidat. C'est s'il est élu par le peuple tchadien, ce sera la seule voie pour assurer la sécurité et la tranquillité au Tchad. Mais ça ne va pas enlever le fait qu'il soit le fils du maréchal. Hein? C'est notre thématique aujourd'hui. Mais c'est pour rester dans la logique démocratique. Voilà. Edmond Katé, sur cette situation, un peu le cas du Tchad, le cas du Togo aussi. On a vu comment Faure Gnassingbé est arrivé. On voit comment Ali Bongo est arrivé. Voilà. Bon, disons quand même comment Mahamat est en train d'arriver. Oui, disons quand même qu'il y a... C'est pas pareil que voilà. ce soit... C'est-à-dire qu'on soit... Mais le dénominateur commun, c'est qu'un fils de... Il remplace leur père. Oui, c'est ça le dénominateur commun. Oui, dénominateur. Chacun... Au moins, Eyadema est mort de sa belle mort. Oui. Au moins, Ali Bongo est mort de sa belle mort. Non, Omar Bongo. Omar Bongo. Ondimba, il a finalement eu plusieurs noms. Donc, eux au moins ils sont morts de leur belle mort. Mais pour le cas de la RDC, c'était un coup d'État, c'était un assassinat. Et je suis d'accord avec tous les autres pour dire que pour le cas du Tchad, c'était un assassinat planifié et exécuté. Mais cette fois-ci, est-ce que Mahamat Déby était mêlé à cela? C'est la question que je continue de me poser. Mais au moins, les faisceaux d'indices, et ils en ont recoupé plusieurs, les faisceaux d'indices que nous avons en ce moment nous permettent d'affirmer que l'assassinat de du maréchal Déby était prévu, était planifié, n'est-ce pas, de longue date. Si on doit encore continuer, par exemple, à recouper, si vous voyez sa dernière campagne qu'il a faite au stade, il a signé son arrêt de mort. Parce qu'il fait cette campagne après qu'il ait reçu, n'est-ce pas, au Tchad, 3 personnalités importantes. Jean-Yves Le Drian, Madame Parly, ministre de la Défense, et Jean Castex, Premier ministre. Tous sont venus lui demander le renouvellement et le renforcement, n'est-ce pas, des bases militaires, des accords, n'est-ce pas, qui permettent à la France d'installer ses bases. Permettez, d'accord. On revient après le journal, madame, monsieur. Dans un instant, le 20h de Cédric Mouffelé, mais avant cela, la pub. Étant donné la qualité du travail qui se fait ici, je vais dire, c'est déjà pas la première fois, c'est rebelote. L'année passée, Equinox a su déjà se distinguer par la qualité de son travail et le talent, n'est-ce pas, je vais dire, des hommes, des femmes, n'est-ce pas, qui constituent l'équipe de travail en général. Je parle des journalistes, des animateurs, des techniciens. On n'est pas premier par hasard, ça il faut le dire. Il n'y a pas de hasard à être premier. Mais il y en a qui pensent que c'est le hasard. Mais non, mais c'est parce que c'est des gens qui ont c'est des gens qui ont la culture de la facilité. Les gens qui ont la culture, qui n'ont pas la culture de l'excellence. Ils vont contester. Ils peuvent le contester, mais sauf que ici au moins c'est un plébiscite. C'est-à-dire que c'est le téléspectateur et l'auditeur qui in fine a tranché. Parce que c'est un vote populaire. Ouais. Ok. Et si Equinox est plébiscité, ça veut tout simplement dire que l'auditeur et le téléspectateur est satisfait de la qualité de travail, est satisfait du travail des journalistes, est satisfait du travail de l'équipe en général. Et donc, je vais dire, ceux qui pourraient avoir de l'acrimonie, ceux qui pourraient avoir de l'aversion, ceux qui pourraient, n'est-ce pas, avoir de la jalousie ou d'autres types de récriminations, ils ne doivent qu'en vouloir à leur, je vais dire, à leur... peut-être leur manque de talent, leur manque de professionnalisme. J'ai dit, on n'est pas premier par hasard. On n'est pas premier par hasard. Il y a je vais dire, dans le jargon populaire, on dit, c'est le travail qui paye. Tout le monde, on le dit comme ça, mais sauf que les gens ne le savent pas. Pour être au niveau où vous êtes arrivé aujourd'hui, de manière, j'ai souvent vu, je regarde souvent dans les réseaux sociaux, les gens qui s'amusent à montrer, n'est-ce pas, le nombre de vues, vous vous rendez compte... Non, ils disent que c'est pas le nombre de vues, c'est bien. Non, mais sauf que, ils peuvent le dire, mais sauf que si des gens peuvent, ça c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux, si des gens peuvent consacrer leur méga 2 heures de temps
3 heures de temps à suivre une émission, ils ne ramassent pas les mégas. C'est parce qu'ils sont intéressés. C'est parce que c'est un travail, je vais dire, qui est bien fait. Et donc, s'ils peuvent autant qu'ils peuvent consacrer et leur temps et leur argent, n'est-ce pas, à suivre une émission plutôt que d'autres, parce que je vais dire, au même moment qu'Equinox offre ses émissions, il y a une kyrielle de programmes qui sont offerts en simultané. Et donc, le téléspectateur a le choix de zapper et d'aller regarder une autre émission. Mais sauf que vous allez vous rendre compte que si vous prenez d'autres programmes qui se passent exactement au même moment, le décalage en termes de vues est souvent stratosphérique. Vous allez voir 4000 vues contre peut-être 150 vues. Et donc, c'est dit tout simplement qu'au lieu de développer, comme je disais, des sentiments négatifs, il faudrait plutôt que les autres essayent de se dire comment fait Equinox, que fait Equinox. Il n'y a pas de mal à imiter le bon exemple. Docteur Luisin Issoba, vous êtes surpris? Meilleure chaîne télé, une nouvelle fois, meilleure radio, Equinox Soir, deuxième fois consécutive, émission de l'année. C'est Jean autour, l'espace audiovisuel s'est enrichi d'une chaîne de télévision, d'une chaîne de radio, que si ces chaînes n'avaient pas existé, il lui fallait les créer. Je pense qu'aujourd'hui, la chaîne... C'est ce que vous vous dites. Hein? Ah, bien entendu, je dois vous avouer, et ça je le confesse ici, Oui. que si aujourd'hui... Il y en a qui ne souhaitent même pas qu'on existe. Hein? Bon, si aujourd'hui je peux avoir une autorité médiatique, je peux passer par des partout, on me reconnaît, c'est grâce à la chaîne de télévision. Merci de le reconnaître. Merci, vous au moins vous le reconnaissez. Merci. Bien entendu, ça merci, docteur Luisin Issoba. C'est une vérité et vous savez, je voudrais me répandre en un conseil pour dire que ne dormez pas sur vos lauriers. Vous savez, à mesure que vous avez des charges, des responsabilités, il faut toujours les assumer. Parce que si aujourd'hui, la chaîne de télévision de Radio Equinox baisse son épaisseur, vous allez voir que beaucoup de gens vont profiter, comme on le dit souvent, de la pluie pour essayer de faire caca sur dans le torrent. Donc c'est pour indiquer que ce sont des responsabilités lourdes qui s'enchaînent. Vous avez sorti la mauvaise expression? Vous avez évité non, pas celle que vous avez sortie. Docteur Luisin Issoba, je vous ai vu faire ça facile. Vous avez fini par sortir, même jusque-là. Vous savez, pour certaines oreilles, nous sommes oui, c'est vrai. Bon, il y a quelques, je crois, semaines, je suivais un très grand journaliste d'une autre chaîne de télévision qui avait estimé que Equinox n'avait pas de l'aura, on ne peut pas compter sur une audience pour pouvoir se targuer d'être la meilleure. Et je pense qu'il y a des faits qui parlent d'eux-mêmes. Les voilà. Les faits parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que vous n'avez rien forcé. C'est au prix de l'effort, c'est au prix du travail. Du consommateur, celui qui consomme nos produits. Voilà. Ce que Equinox soit, je vous disais, je vous le révèle, hier, j'ai assisté à une cérémonie pour un pasteur, M. Ntepé. Je dois vous avouer, j'ai eu une maman qui m'a reconnu. Elle me dit, mon fils, le soir à 19h, la première des choses que je fais à 18h45, c'est de mettre mon vieux canapé devant la télé et j'ouvre la messe. Non, j'ouvre Equinox Soir pour regarder la messe du soir. Quand j'ai déjà fait les messes de dimanche, je fais toutes les autres messes de lundi jusqu'à vendredi. Et elle me le confesse clairement en me disant que c'est de là que je te découvre parce que je vois un monsieur d'une objectivité et je vois un monsieur d'une notoriété scientifique qui essaye d'expliquer aux Camerounais de la manière la plus simple les choses les plus compliquées. Donc, je félicite vivement Equinox et je vous dis, continuez et comme le disait quelqu'un, peut-être qu'on vous verra. Linus Fogap. Non, Serge Alain, je pense que finalement, vous avez eu votre part. C'est là. Vous êtes à côté du prix. Vous êtes tout juste à côté du prix. Non, mais très sérieusement, je pense que y a un adage africain qui dit que même si on n'aime pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court plus vite. Je pense que c'est le cas pour Equinox. Et je dois personnellement dire que votre professionnalisme tutoie à la perfection. Les prix que vous avez eus viennent tout simplement confirmer cela. Et il faut travailler davantage. Vous savez, le plus difficile, c'est de... Il est très facile de monter, mais le plus difficile, c'est de se maintenir.
Et donc là, maintenant, vous avez une lourde responsabilité, celle de travailler à vous maintenir au top pour continuer à servir les citoyens, puisque comme vous le dites très bien dans votre slogan, au-delà de l'image, vous rendez compte. Vous devez continuer à rendre compte dans l'objectivité, telle que vous le faites, dans l'impartialité. Et comme j'aime souvent à dire, au-delà du média, Equinox est devenu une institution et ça se confirme une fois encore. Voilà. Donc, je vous félicite. Je félicite tous les journalistes, je félicite les techniciens, que l'injustice, les animateurs et tout ça. Le top management. Effectivement. Et je clôture donc par le PDG Séverin Tchouke, un manager exceptionnel. Et donc, courage et bon vent Equinox. Voilà. Serge, avant de passer la parole, s'il te plaît, à Raphaël, je voudrais faire une proposition, puisque le directeur de cette chaîne de télévision, de cette grande chaîne de télévision nous suit. Je crois que lui-même aussi devrait organiser les awards d'Equinox Télévision. Parce que là, il faut inviter des gens comme moi, Kouaté, qui animent toute cette belle émission, qui amène les gens à nous suivre. Parce que vous savez, la qualité également des productions médiatiques, c'est aussi la qualité, la qualité de vos invités. Vous voyez? Justement. Voilà, donc vraiment, j'espère que vous allez lui passer l'information. Nous attendons aussi en fin d'année une belle émission, une belle cérémonie de la chaîne d'Equinox pour que nous venons aussi célébrer tout ce que nous apportons aussi comme connaissance à l'endroit des téléspectateurs. Raphaël Ndougou, Equinox Soir, Equinox Télévision de manière globale, meilleure chaîne télé, malgré tout, pour point de suspension, on se comprend. Il faut noter que la Champions League, hein, c'est ceux qui regardent le football, qui aiment le football. La Champions League, c'est toujours les trophées. Donc, premièrement, je voudrais vous dire vraiment toutes mes admirations, toutes mes félicitations vous-même pour les 2 trophées qui sont là, qui vous concernent. Votre Champions League, c'est vous le coach. Je l'ai souvent dit ici, lorsque le coach vous choisit de descendre dans l'arène, c'est un honneur. Félicitations à la rédaction, félicitations à tous les journalistes, à toute l'équipe technique. Généralement, je dis ici que sans ces messieurs derrière les caméras, on ne devait pas nous voir en Gomzap, dans mon village là-bas. Sans ces messieurs derrière les ordinateurs, on ne devait pas faire ce qu'ils appellent les synchronisations, où on voit 3-4 personnes sur l'écran, mon Dieu, il faut le faire. Et maintenant, moi aussi... Comme en période Covid. Bah oui, voilà, vous avez toujours sorti des techniques ici où les gens parlaient par téléphone, c'est pas tout. Non, c'est Raphaël Dipanda et Marlèse Mikomo, hein. Très bien, vous comprenez, donc c'est une très grosse équipe qui fait un travail dans l'ombre qu'on ne voit pas. Et justement, un homme de l'ombre lui aussi, votre PDG, on ne le voit pas beaucoup. On n'entend pas trop de sorties, j'ai envie de dire, spectaculaires dans le cadre de son entreprise. La glorification. Parce que justement, il n'est pas toujours là et il ne fait pas... Non, il est là. Je veux dire qu'il n'est pas la théâtralisation. Il n'est pas toujours au petit écran. Oui. C'est difficilement qu'il soit au petit écran ici. Oui. Et puis, il ne signe pas les décisions. Maintenant, moi, je voudrais lui dire, monsieur le PDG, nous attendons le champagne de ceci, un de ces 4 matins. Mais je vais finir en disant justement, le docteur Zombave a commencé à le dire, même si vous prenez votre invité dans quel village, vous savez pourquoi vous le prenez, parce que c'est vous le coach. Vous savez ce que vous attendez de lui. Maintenant, c'est la somme de tout ça, parce que ces invités-là sont très importants. Ceux qui succèdent tous les jours, de lundi à vendredi sur ce plateau, sont importants pour vous, le coach. Parce que le coach a son plan. Il y a aussi Yaoundé, il y a aussi Yaoundé. Justement. Il nous regarde en ce moment. Ils sont contents également. Parce qu'en réalité, le coach a son plan tactique. C'est lui qui sait qui il veut et pourquoi est-ce qu'il met telle personne. Donc, les docteurs, ils sont bas. Comprenez que lorsque vous êtes docteur, vous avez besoin d'un Ndougou qui sont dans un village qui peut vous donner les réalités de son village. Bien entendu. Parce que justement, il est aussi important. Parce qu'il n'est pas question ici de venir détruire, de foutre le feu dans la baraque, mais ici il est question de construire qu'ensemble le Cameroun soit fort. C'est le travail qu'Equinox fait au quotidien, n'en déplaise. Nous disons également donc à nos téléspectateurs de par le monde entier. Parce que sans eux également, les trophées ne seront pas là. Les vues que Edmond indiquait tout à l'heure justement, quelqu'un sacrifie ses mégas. Parfois, on a interrompu l'électricité, quelqu'un va se connecter, le téléphone se décharge même, mais malgré tout, il regarde l'émission. Et nous autres, nous pouvons que vous applaudir
Une fois de plus, merci beaucoup. Mais à la fin, Serge Alain, il faut dédier tous ces trophées au président de la République, Paul Biya. Je le dis pourquoi? Parce qu'il aime toutes les chaînes au Cameroun, mais il aime particulièrement Equinos, parce qu'il y a une cabale qui a été montée contre Equinos et le président a sifflé la fin de la récréation pour dire laissez cette chaîne exister, c'est la chaîne du peuple camerounais. Vous dites que le président a fait quoi? Je vous dis que dédier tous ces trophées au chef de l'État du Cameroun, parce que c'est quelqu'un qui aime les médias, mais il adore particulièrement la chaîne Equinos, parce que c'est la chaîne du peuple. Au-delà de la chaîne du peuple, le président de la République, voyant une cabale se monter contre cette chaîne de télévision, a demandé aux uns aux autres d'arrêter. Il a sifflé la fin, je le dis de sources bien concordantes. Merci, docteur Luzon. Voilà, on va partir au Tchad. Vous avez compris, hein, charité bien ordonnée. Bien là. Voilà, on va aller au Tchad. Albert Pahimi Padaké, nouveau Premier ministre. Un poste qui a été suspendu, on va le dire comme ça, supprimé en 2018. Il était le dernier à occuper ce poste et il revient. Il revient, ouais. Quelle interprétation vous faites? C'est quoi un président? On va un peu au scénario à la malienne. Disons que... Un civil, Premier ministre, un président militaire. Non, mais disons... C'est pour tempérer, pour calmer un peu le jeu. Disons qu'après la forfaiture qui s'est opérée au Tchad, en ce moment, on va chercher tous les ingrédients de maquillage. C'est-à-dire, il faut faire un habillage qui donne une allure démocratique. C'est ce qui va se faire, c'est-à-dire réduire la dose militaire dans l'affaire, parce qu'en ce moment, ce qui ne passe pas du tout dans l'opinion, c'est l'hyper-présence militaire. Parce que quand on dit conseil militaire de transition, on veut dire tout simplement dire que on est là dans un régime forcément... Est-ce que le général Mahamat était contraint de nommer un Premier ministre? Il était obligé de nommer un Premier ministre? Non, si vous lisez... Comment vous interprétez ça? C'est une rupture? C'est un début de rupture avec ce que son père faisait? Ce qu'il faut savoir... savoir... Un poste que son père a supprimé en 2018? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas très à l'aise dans son fauteuil, Mahamat, avec toutes les... Comment vous le savez? Oui, mais il y a la clameur populaire, il y a les contestations. On vient de dire que l'Union africaine a pondu un communiqué. Mais le président Macron était là vendredi. Ben écoutez, le président Macron, certes, s'est retrouvé dans son enclos colonial, parce qu'il faut le dire, ce que nous appelons république, moi je trouve ça un peu abusif. C'est pas dans des républiques qu'on opère des choses comme ça se passe au Tchad. On vient de... Non, mais même au Gabon, même au Togo, c'est pas dans des républiques que ça se passe. Vous ne verrez pas ça dans une république sérieuse, qui se respecte. Vous ne verrez pas tout ce que nous décrions tous les jours dans l'espace francophone. C'est pour ça que je parle d'enclos. Nous sommes encore dans ce que le grand frère Achille Mbembe, j'ai de la peine à le citer maintenant parce que depuis qu'il a accepté de s'associer un peu à un jeu trouble avec Macron, j'ai de la peine à le citer maintenant. Mais je vais dire, c'est pas dans une république qu'on opère des choses pareilles. Vous voyez, vous le dites, est-ce qu'il était obligé de nommer un premier ministre civil? Je l'ai dit tous, maintenant, il faut faire de l'enfumage, il faut ajouter... Non, j'ai dit un Premier ministre, quand on sait que jusqu'en 2018, le poste a été supprimé. Voilà. Bon. Est-ce qu'il était obligé? Il pouvait former un gouvernement sans... Il pouvait le faire, mais comme je le dis, il est un peu sous pression en ce moment. Il faut qu'il démontre qu'il ne veut pas écarter complètement les civils de la chose, de la gestion. Il faut qu'il démontre qu'il veut associer les civils et il a choisi, n'est-ce pas, de nommer celui qui a anciennement occupé ce poste-là. Et donc, il est un peu sous pression. Ça va aller comme ça, il va continuer, mais ce qui est sûr, et je peux vous le dire, c'est qu'il va tenir ces 18 mois, il va le renouveler une autre fois et encore et encore et encore. Quand on a commencé avec ces choses-là, ce n'est plus pour s'arrêter. Okay. Et donc, moi, je ne serais pas surpris de voir qu'il va organiser une parodie d'élection, il va se porter candidat et il va gagner. Vous maîtrisez déjà le scénario. Mais le scénario, il est le même partout, oui. C'est le même scénario partout. Non, ne soyons pas péremptoires. Non, je suis même péremptoire là-dessus. Je dis, je serai même encore plus que péremptoire. Il va organiser une élection, c'est-à-dire que ce conseil militaire de transition va se ponctuer par une élection, une parodie d'élection, et puis il va se porter candidat et il va gagner. Il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà, Linus Fogap, un Premier ministre. C'est le début de la rupture? Non. Là, il ne fait pas comme son père. Non. Si on parle de père, le fils.
Ça, c'est un premier acte. C'est Le père a supprimé le poste de Premier ministre. Et lui, le fils, il vient rétablir ce poste. Vous voyez que tout de cela, la rupture vous voyez que tout avec son cela, père. vous voyez que tout cela se fait encore une fois de plus en violation de la Constitution. Son père, lors de la dernière modification de la Constitution, avait supprimé le poste de Premier ministre. Bon, je ne sais pas sur quelle base, effectivement, le Premier ministre est né. Bon, ce que je vais dire, c'est que j'ai d'abord une observation à faire. L'observation part de ce que la France joue un rôle extrêmement dangereux en Afrique, précisément en Afrique francophone. Il y a eu un coup d'État militaire au Burkina. La France a appelé au respect de l'ordre constitutionnel. Oui. Au Mali. Il y a eu ce même phénomène au Mali, mais la France était très virulente dans le rappel à l'ordre constitutionnel. Ici au Tchad, la France cautionne, elle la valise. Elle n'a pas dit, elle n'a rien dit pratiquement par rapport à ce qui se passe au Tchad. Bon, cette dichotomie-là, ces 2 points, 2 mesures me posent un sérieux problème. Et je voudrais vous faire remarquer que nous sommes effectivement là dans l'infantilisation de l'Afrique. On nous imbécilise, le paternalisme. La France vient au Tchad faire un discours comme quoi elle ne laissera pas détruire le Tchad. Menacer la stabilité. De quoi est-ce qu'on parle? Le président Macron a dit exactement ceci. La France ne laissera ni aujourd'hui ni demain personne déstabiliser, menacer la stabilité du Tchad. Tout ceci, c'est pour vous dire que la France est derrière tout ce qui se passe au Tchad. Non, vous ne pouvez pas être... non, je vous le dis. Non, ça, il faut... Non, c'est Jalin. C'est Jalin. Vous avez parlé tout à l'heure du paternalisme de la France. Mais c'est de ça qu'il est question. Elle est venue au Tchad pour donner des orientations à suivre. Et c'est ça, c'est ce qu'on est en train d'implémenter là actuellement. C'est ce qu'on est en train d'implémenter au Tchad actuellement. Et donc, il y a des contestations au Tchad en ce moment. Il y a des partis de l'opposition qui se sont réunis pour dire qu'ils ne reconnaissent pas déjà le Conseil militaire de la transition. Il y a des organisations de la société civile. Il y a d'autres acteurs qui ne sont pas d'accord par rapport à ce qui se passe là maintenant. Et donc, la nomination du Premier ministre n'est qu'une sorte de maquillage, qu'une sorte de vernis démocratique qui vise à faire croire aux gens qu'il y a une stabilité, il y a une concertation. Non, ce sont des mêmes qu'on prend et ça recommence. Okay. Or, on a besoin d'un changement profond parce que je vais vous dire, Serge Alain, le Tchad est le terrain par excellence des inégalités en Afrique. Merci. Raphaël Ndougo, pour vous, un Premier ministre nommé par des militaires, on est en train de... C'est un retour progressif vers la normale? Je vous ai dit tout à l'heure que si quelqu'un vient remplacer son père et qu'il change des choses et qu'il essaye d'améliorer les conditions de vie des populations, on ne peut qu'être d'accord. Maintenant, vous savez que le côté nord du Tchad a des problèmes où les gens menacent d'arriver à N'Djamena. Il faut trouver des mécanismes pour stopper l'hémorragie, c'est-à-dire que pour éviter ça. Et bien évidemment, ce jeune général de corps d'armée, il faut bien qu'il soit conseillé. Il doit être bien conseillé même d'ailleurs. Comme son père lui avait supprimé ce poste, il ramène le poste. On espère maintenant qu'il laissera ce Premier ministre à travailler normalement. Et puis, eux, au niveau des militaires, ils vont trouver des voies et moyens pour que les rebelles n'avancent pas comme ils l'ont promis. Moi, je vous assure que le docteur a expliqué tout à l'heure les cooptations. Si jamais il y a cooptation et que ça marche bien, il n'y a pas de souci. S'il y a succession de père en fils, de fils en père, si vous voulez, ça ne dérange pas. Toujours est-il que ce qui commence là, nous voulons qu'au Tchad, que cette affaire-là s'arrête parce que quand il y a des bruits au Tchad, de toutes les façons, les pays comme le nôtre, on est obligé de mettre la ceinture de sécurité pour éviter. Parce que si ces rebelles-là descendent comme ils ont promis, ça peut être un souci pour nous au Cameroun. Donc il faut que, moi je suis d'accord que s'il a nommé un Premier ministre civil et qu'il, au moment de former le gouvernement, qu'on tient compte de la situation de leur pays là-bas,
qu'on tient compte de ceux qui se revendiquent. C'est une très bonne chose. Donc je crois que c'est peut-être un début. Attendons voir par la suite. On sait véritablement, tout le monde a déjà dit ici, de toutes les façons, il y a un parent qui est derrière. Et donc, on sera obligé d'avancer. Jusqu'où on va arriver, on ne sait pas. Parce que de toutes les façons, pour le moment, il n'a pas encore l'âge de se présenter aux élections. Est-ce qu'on va programmer les élections dans les jours à venir? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va dire que comme il y a encore des bruits, on ne peut pas organiser une élection et qu'on attend d'abord que les choses se calment, le temps pour lui d'avoir aussi l'âge requis, et ainsi de suite, on ne sait pas. Est-ce qu'on va ramener l'Assemblée pour qu'on essaye de voir si on doit modifier quelque chose sur l'âge? On ne sait pas. Mais toujours dit que ce que nous voulons pour le Tchad, c'est le calme, c'est la paix, parce que le président... C'est le Camerounais qui parle. C'est le Cameroun qui parle, nous voulons la paix au Tchad. Parce que si le Tchad a des soucis, et d'ailleurs, M. Foucault vous l'a dit ici, le général Idriss, autrefois général, et maintenant, avant sa mort, grand maréchal, prenait l'avion pour venir aider, appuyer le Cameroun dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Donc nous disons donc que c'est un pays ami. Et je crois pour ma part que si il peut continuer dans cette lancée, on ne va même plus tenir compte qu'il est fils du président. Les Tchadiens seront contents de lui. Okay. L'objectif d'un président de la République, c'est d'améliorer les conditions de vie de son pays. Voilà, docteur Louison Issomba, quelle lecture vous faites, quelle analyse vous faites de ce premier acte, cet autre acte un peu fort, c'est-à-dire la nomination d'un premier ministre, alors que le poste avait été supprimé par le père. C'est le début, c'est la rupture. Vous voyez Mahamat comme quelqu'un de la rupture au Tchad? Pas du tout. La lecture que moi je dois faire, c'est une lecture profonde pour valoriser et magnifier l'institution du primo ministériel. Oui. Regardez, chaque fois qu'il y a des crises, même quand un poste de premier ministre est dissous, c'est toujours le premier ministre qui revient en tant que gouvernement de transition. Ça s'est fait au Cameroun en 90, lorsque John Fundi sort, Paul Biya must go. Qu'est-ce qui se passe en 91? Le 23 avril 1991, il y a la création, la restauration du poste de Premier ministre disparu sur Alain en 1984. Donc c'est pour dire que moi je fais une lecture constitutionnelle pour indiquer que le poste de Premier ministre, alors là en Afrique, devient donc un poste incontournable, non seulement pour assurer les transitions en crise, des pays en crise, mais également pour parfois faire perpétuer des régimes. C'est-à-dire que le Premier ministre se positionne comme le court-circuit qui évite justement d'atteindre le président de la République ou le chef de l'État en cas justement d'obstacle. Et c'est dans cette logique-là que se positionne cette institution. Et aussi, je voudrais ajouter un peu de tabac dans la pipe de roman pour indiquer que au-delà de cette fonction premier ministérielle, il faut noter que le président, les transitions en Afrique sont chaque fois articulées autour de la mise en place de cette institution qui permet donc d'assurer... On n'ajoute même parfois un gouvernement d'union nationale. Voilà, de consensus, justement, parce qu'on met en place un Premier ministre. Et ce que je voudrais dire, pour finir, Serge-Alain Autou, je voudrais convoquer... Une citation de Gorbatchev? Pas Gorbatchev, Michael, cette fois-ci, c'est un juste qui disait que les hommes ne peuvent changer... les hommes, si les hommes ne peuvent pas faire changer les hommes, par les hommes, seul tout ce qui nous reste, ou bien on peut immédiatement compter dessus quoi? Celles sur lesquelles on peut compter, c'est le temps et les événements. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Si en réalité les hommes ne peuvent pas faire changer les hommes, on ne peut compter que sur les événements et le temps. Voilà. Donc voilà les événements qui sont en train de se suivre à travers toutes ces crises. Voilà peut-être le temps qui va rester à Dieu. Donc aux Africains... Vous parlez de quoi là? Aux Africains, oui. Ne bousculons pas nos chefs d'État s'ils veulent rester au pouvoir. Le temps va régler le problème ou les événements viendront régler le problème. Docteur Louison Issomba. Merci. Merci Edmond Katé. C'est moi qui vous dis merci Serge-Alain. Merci Linus. Plaisir. Merci à vous également Raphaël Ndougou. Merci Serge-Alain. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce premier numéro de la semaine. Et qu'il en soit, merci Médiatude. Merci téléspectateurs Equinox Télévision. Merci aux auditeurs Equinox Radio.